Bonjour à tous, bienvenue à ce premier webinaire compliance qu'organise le cabinet Valoris Avocat. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous présenter une thématique qu'on espère nouvelle sur la conformité. C'est vrai qu'on parle beaucoup de conformité aujourd'hui, on a beaucoup d'articles sur le sujet, les webinaires fleurissent aussi d'ailleurs. Et nous, on a eu envie de faire quelque chose aujourd'hui peut-être de plus pratique, qui puisse répondre vraiment aux interrogations récurrentes de nos clients. Donc, on a choisi dans ce webinaire, d'une part, de vous donner une espèce de méthodologie de qu'est-ce que peut représenter la mise en conformité, pour une typologie assez vaste de nos clients, que ce soit les TPE, PME ou les sociétés plus importantes. On va essayer vraiment de vous montrer comment est-ce qu'on peut faire cette prévention et cette mise en conformité. Et à côté de ça, on a choisi 3 sujets d'actualité qui nous semblent vraiment intéressants et qui vont faire appel finalement, à des sujets assez différents parce qu'on a voulu vous montrer aussi qu'on a, au sein de Valoris Avocat, une équipe compliance assez transversale pour répondre à tous vos besoins. On vous parlera aujourd'hui de procédures d'alerte. Donc ça, c'est l'aspect vraiment droit du travail, qui intéresse de plus en plus de nos clients. C'est ma consoeur Tina Ernol tout à l'heure, qui vous en touchera un mot. On va aussi parler compliance fiscale. Alors, c'est peut-être pas la 1re chose qui vient à l'esprit quand on pense à la conformité, où on va aller, penser à la loi Sapin 2, à des choses peut-être plus financières, mais en réalité, on va voir avec Guillaume Rubecki que, la compliance fiscale est vraiment très importante. Et à côté de ça, moi, j'aurai le plaisir, une fois que je vous aurai présenté un petit peu la cartographie des risques et les méthodologies en matière de conformité, et bah, de revenir sur la protection des données personnelles. La plupart des gens, connaissent bien évidemment le RGPD, on a entendu tellement parler. Moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, de nombreuses années après son entrée en vigueur, eh bien, qu'il y a encore plein de choses, à connaître et que la conformité, bah, ça continue aujourd'hui à être un vrai challenge en matière de protection des données personnelles. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de ce vaste programme, on va quand même se présenter. On a des clients qui nous connaissent ici, mais aussi, pas mal de monde qui n'est pas, forcément, totalement au fait du cabinet. Donc Valoris Avocat est présent, dans 4 bureaux. On a un bureau à Strasbourg, à Lyon, à Paris et puis depuis l'année dernière, un bureau également à Genève avec Valoris Advisory. Donc on est un cabinet d'une vingtaine d'avocats résolument tournés vers l'international. On a à la fois une clientèle française, mais aussi étrangère, beaucoup outre-Rhin et puis bien au-delà de nos frontières, également. Et nous, on couvre, on va dire, l'ensemble, des domaines du droit des affaires au bénéfice de nos clients, entreprises, et auto-entrepreneurs. Alors ça va depuis le droit économique jusqu'au M&A, le droit des sociétés bien sûr, tout ce qui va être le restructuring et procédures collectives. On a, la propriété intellectuelle, protection des données, je m'arrête là avec la liste à la Prévert. On fait du contentieux également. On a une très belle équipe fiscale, qui est capable d'assister les clients vraiment dans tous les domaines de la fiscalité, aussi bien nationale qu'internationale, et également une belle équipe de droit du travail, qui va faire tous les aspects du droit social, sécurité sociale et puis la mobilité internationale avec plusieurs avocats dédiés. Tout ceci pour vous dire que vous avez aujourd'hui, l'équipe conformité. Alors elle n'est pas dans son ensemble, même si on a toujours assisté nos clients en matière de conformité par le passé, on a décidé d'avoir, une vraie équipe pluridisciplinaire et depuis quelques mois, nous sommes maintenant plusieurs avocats dédiés dans chaque département à la mise en conformité de nos clients. On a trouvé que c'était intéressant que vous puissiez avoir aujourd'hui différents intervenants sur le sujet. Donc moi-même, Anne Anthony, je suis en charge de l'équipe, conformité au sein du cabinet. J'interviens de manière globale sur tous les aspects de droit économique, par exemple aussi l'antitrust, puisqu'on sait qu'on a des conformités en antitrust assez importantes et je suis aussi en charge de tout ce qui va être protection des données, et RGPD, conformité de manière globale sur le droit des affaires. Et je vais céder la parole, à mes confrères, Guillaume Rubecki et Tina Arnold qui pourront vous dire également eux quelle est leur pratique et se présenter. Alors, je vais Bonjour à commencer tous. Ah, peut-être. vas-y Ah Tina. bonjour, excuse-moi. Voilà, donc moi c'est Tina Ernel, donc moi j'interviens donc en droit du travail comme l'indiquait Anne. Rapidement sur ma petite personne, donc j'ai travaillé pendant, plus de 17 ans dans un cabinet franco-allemand, à Paris et j'ai passé le barreau en Allemagne et j'ai rejoint effectivement le cabinet Valoris, début 2020 et voilà, donc je suis ravie de faire partie de cette équipe de droit du travail et j'interviens en particulier effectivement sur tout ce qui est aspect de conformité, lié au droit du travail et c'est dans ce cadre-là qu'effectivement aujourd'hui, je vais pouvoir vous faire une petite présentation sur le droit d'alerte. Voilà Guillaume, je te cède la parole. Merci, mais ladies first, effectivement. Bonjour à tous, Guillaume Ribecki, je suis avocat associé du cabinet Valoris Avocat. Je suis donc avocat au barreau de Paris, également Rechtsanwalt
comme Tina, donc avocat allemand au barreau de Francfort. Et je m'occupe chez Valoris Avocat exclusivement de fiscalité, principalement de la fiscalité des entreprises et également de fiscalité patrimoniale et immobilière. Et je fais partie de l'équipe compliance avec Anne et Tina. Et je vais essayer de vous montrer effectivement aujourd'hui que la compliance comprend également la compliance fiscale. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet sans plus attendre. Je vais vous dérouler le sommaire de notre programme du jour. J'interviendrai en premier sur deux aspects. Rapidement, vous redire l'intérêt de la mise en conformité pour votre entreprise. Parfois, on a des clients qui nous disent, moi, je suis une petite PME, je ne vois pas trop en quoi vraiment j'aurais besoin de mettre en place un programme de conformité ou de penser à ma conformité. Et on a aussi à l'inverse des grands groupes qui sont plus au fait des choses, mais qui parfois n'ont pas forcément pensé à tout ou n'ont pas nécessairement la méthodologie pour vérifier qu'ils sont bien en conformité dans un certain nombre de secteurs. Donc j'interviendrai sur ce sujet-là et puis sur le mode d'emploi, finalement, on va être très pratico-pratique. Comment je me mets en conformité? Comment je démarre cette mise en conformité? Alors, je vous propose de passer directement au début de ce programme-là. Je vous ai remis la notion de compliance ou de conformité, alors non pas pour faire quelque chose de théorique, mais parce que ça permet tout de suite d'emblée de comprendre quel est l'intérêt pour tout le monde d'une mise en conformité. La compliance, c'est bien sûr, peut-être que pour vous, ça évoque voilà, respecter la loi, respecter les textes applicables, respecter les normes qui sont applicables à mon secteur d'activité. C'est ça, mais en fait, ça va au-delà de ça. Si vous regardez la définition, on vous dit aussi qu'on doit se conformer aux usages professionnels et aux exigences éthiques qui sont applicables. Et ça, c'est très important, parce que pour nous, la conformité telle qu'on la conçoit depuis maintenant de nombreuses années, c'est qu'on va consentir à agir, bien évidemment, dans le respect de la loi, ce que tout le monde a envie de faire, mais on a aussi envie, finalement, d'être conforme avec d'autres sources que la loi. Je prends un exemple. Peut-être que vous, dans le cadre de votre business, vous avez un partenaire commercial qui est particulièrement important. Et avec lui, dans le cadre de votre contrat, vous allez peut-être déterminer des choses qui vont bien au-delà de la loi. Vous allez avoir envie d'avoir une éthique ou d'avoir des règles communes que vous allez porter dans le cadre de votre relation commerciale. Et ça, c'est fondamental, parce qu'on touche déjà un premier aspect de la mise en conformité, c'est que la mise en conformité au-delà de la loi, si vous ne la respectez pas vis-à-vis de ce partenaire commercial grand compte, que vous ne respectez pas l'éthique que vous aurez mise en place, vous risquez effectivement de perdre ce client-là. Donc, on voit bien que la mise en conformité, elle va au-delà de la loi. Et puis, elle va au-delà de la loi vis-à-vis de vos salariés, vis-à-vis de tous les tiers qui gravitent autour de l'entreprise. Si vous mettez en place une conformité, vous allez pouvoir fédérer et créer de la valeur. Regardez les 2 phrases qu'on a mises ici qui nous semblent vraiment très importantes et qui viennent renforcer l'intérêt d'une mise en conformité. Il y a une 1re phrase qui vient de Henry Ford, l'ancien président des États-Unis, qui disait: «Les 2 choses les plus importantes n'apparaissent pas au bilan de l'entreprise, c'est sa réputation et ses hommes». On touche déjà à quelque chose de fondamental là-dessus, donc de ce que je vous disais avant. Si vous n'avez pas de mise en conformité, vous allez certainement avoir une atteinte claire qui peut arriver à votre réputation. Je vous parlais de perdre un client grand compte. On sait aussi aujourd'hui que le respect des données personnelles, de la conformité, l'image qu'on peut véhiculer sur les réseaux sociaux est extrêmement importante. Tout va très vite, que ce soit vis-à-vis de vos salariés, de vos clients sur le marché et même de l'opinion publique. Vous pouvez perdre votre réputation en un clic si vous n'avez pas réussi à vous mettre en conformité. La réputation et les hommes, parce que bien sûr, il va falloir fédérer vos salariés, vos co-contractants sur ces notions de conformité de manière à être créateur de valeur. Alors j'anticipe un petit peu sur la suite et je vous cite cette phrase de Paul McNulty, qui était procureur général des États-Unis, qui disait: «Si vous pensez qu'être conforme, c'est cher, ça va vous coûter de l'argent, essayez juste de ne pas être compliant». Et effectivement, avant d'arriver à ce slide-là, il est clair que les sanctions que vous pouvez avoir en matière de non-conformité peuvent être exponentielles. Face à cela, face au risque de sanctions que vous pouvez avoir, et je vais y revenir, et à la création de valeur que peut présenter la compliance, on se rend compte qu'en fait la compliance, c'est pour tout le monde. C'est pas que pour les grands groupes peut-être soumis au seuil de la loi Sapin 2, où vous allez me dire: «Oui, j'ai franchi les seuils de 500 salariés, j'ai un chiffre d'affaires très important, je sais que j'ai des obligations». Mais en réalité, vous avez bien compris l'intérêt, tout le monde est concerné, soit en termes de sanctions, soit en termes de réputation ou de création de valeur et de développement du business, tout simplement.
Et pour l'illustrer, je vous ai mis en fait un camembert. C'est les offres d'emploi qui avaient été passées par la PEC en 2021. Alors ça date un petit peu. C'était les offres d'emploi pour avoir un DPO, donc la personne, en interne au sein de l'entreprise qui est en charge effectivement de vérifier la conformité. Bah, vous voyez que la plupart des typologies et secteurs d'entreprise sont clairement représentés. On s'attendrait à avoir des secteurs régulés. La pharmacie, bien sûr, l'industrie pharmaceutique a beaucoup d'obligations réglementaires. Les banques, c'est vraiment les choses qui nous viennent le plus, en tête. Mais quand vous regardez la typologie, vous voyez qu'il y a des choses beaucoup plus larges et qu'au final, les gens qui ont souhaité avoir des DPO ou recruter des juristes avec des compétences en matière de conformité avaient une palette extrêmement diverse. On a la distrie, la mécanique, le bois, le papier. Je ne vais pas vous faire la liste, mais vous voyez que c'est quand même extrêmement divers. Donc finalement, on a compris qu'on a un risque de sanctions très important, des sanctions financières, bien sûr. Si vous n'avez pas respecté le RGPD et que malheureusement, un concurrent ou un ancien salarié vous a dénoncé à la CNIL qui a un contrôle, vous allez avoir des amendes qui sont extrêmement importantes et la CNIL sanctionne de plus en plus, on le verra après. Vous avez ce risque réputationnel qui existe vraiment, réputationnel vis-à-vis de vos clients. Vous pouvez perdre des clients, vous pouvez perdre des marchés, vous pouvez perdre des salariés, ça peut aller vraiment très, très loin dans l'opinion publique. Et puis au final, c'est cette volonté d'avoir une création de valeur. Vous allez fédérer des valeurs, vos salariés sont certainement davantage impliqués, l'opinion, les clients, vos partenaires commerciaux et en réalité, vous allez développer votre business. Donc il y a un réel intérêt, qu'on soit petit ou plus gros, à se lancer dans la mise en conformité. Alors une fois qu'on a fait ce constat, c'est très bien. Comment se met-on en conformité? Alors c'est l'objectif de la 2e partie que je me propose de vous présenter maintenant, pour que vous ayez quelques outils et méthodes sur par où je commence pour me mettre en conformité. Ce qu'on va réaliser de manière générale, c'est ce qu'on appelle une cartographie des risques. Qu'est-ce que c'est que cette cartographie des risques? Elle a vocation à déterminer quels sont les risques de l'entreprise, de non-conformité, mais pas de manière, on va dire, on va suivre une méthodologie assez spécifique. On va d'abord aller regarder clairement votre secteur d'activité. J'ai parlé avant des secteurs régulés. Il est évident que si vous êtes une société qui fabrique des produits très spécifiques, des produits soit, réglementés, j'invente des dispositifs médicaux, des produits soumis à REACH en termes de chimie, des produits dont l'usage peut être détourné, il est évident qu'on va d'abord s'intéresser à ça. Est-ce que réellement vous êtes en conformité avec le cœur de votre business qui est réglementaire? Généralement, les entreprises là-dessus, elles sont assez au fait de la chose. Elles savent très bien que c'est le cœur de leur métier et qu'elles ont tout intérêt à être en conformité. Mais quand même, on va aller regarder si dans votre secteur d'activité en particulier, il y a des règles et des normes spécifiques. Et on va regarder si vous êtes à risque ou pas. Ensuite, on va s'intéresser à votre entreprise elle-même, à sa structuration. On va aller regarder département par département, quels sont finalement les risques. On va affiner les choses. Il est clair que vous allez peut-être avoir, vous, dans votre entreprise, un certain nombre de départements qu'il va falloir aller auditer. Vous n'êtes pas obligé de les faire tous, vous pouvez aussi sérigraphier ce qui vous semble le plus important, mais on va aller regarder en termes de DRH, en termes de finances, en termes de contrats, en termes de fiscalité, et cetera, quels peuvent être les risques de votre structure. Une autre chose qui est très importante, c'est qu'on va aussi regarder autour de votre entreprise. On ne peut pas s'arrêter juste, aux risques de l'entreprise. Il faut aller regarder tout ce qu'il y a autour. Si vous êtes une entreprise avec un groupe présent dans de nombreux pays, on est obligé d'aller regarder ce qui se passe ailleurs. On est obligé d'aller regarder vos flux avec les différentes entités du groupe, parce que nécessairement, on aura des risques différents d'une société franco-française, PME. Donc on voit bien qu'à l'international, on aura de très nombreuses problématiques qui vont se poser et je ne vais pas toutes les citer, mais on va penser aux flux, à la fiscalité, le private equity, la TVA, l'export, les droits de douane, on va penser aux contrats, on va penser aux données personnelles avec des transferts hors Union européenne, et cetera. Donc il y a pléthore de sujets qui se posent lorsqu'on regarde un petit peu en dehors du cadre franco-français et ça, on ne peut pas du tout l'exclure. Donc il faut le prendre en compte également dans la cartographie des risques. Une fois, qu'on aura pu, en allant regarder en fait la documentation contractuelle de la société, sa documentation commerciale, les enregistrements, les déclarations qu'elle a pu faire et ce que disent finalement les acteurs de l'entreprise, c'est-à-dire vous, les dirigeants, les responsables de chaque département, les salariés, le personnel administratif. On a toujours beaucoup, beaucoup de choses à apprendre de tout le monde. Lorsqu'on aura listé les acteurs de ce projet, on sera en mesure de déterminer avec vous
les risques de l'entreprise. Mais on ne va pas s'arrêter là, parce que venir avoir une grande liste de risques ne va pas forcément beaucoup nous aider. Donc vous voyez sur cette cartographie qu'on a projetée à l'écran, bah, on a essayé de démontrer qu'une des étapes de cette cartographie des risques, bah, c'est de mesurer la gravité des risques. Bien sûr, on va aller regarder ce qui pour vous est vraiment majeur, ce qui peut impacter fortement votre entreprise. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut aller assez finement regarder quels sont les risques minimes, les risques un peu plus importants, ceux qui sont significatifs et ceux qui sont totalement inacceptables pour votre structure parce qu'elles vont impacter la structure elle-même ou impacter de manière tellement grave ses relations en amont, en aval avec les tiers ou avec ses salariés et les clients finaux qu'en réalité c'est totalement intolérable et qu'il faut agir sur ces risques immédiatement. Donc voilà, on va essayer de regarder où est le curseur et de voir si on a des risques faibles, des risques forts sur lesquels on doit agir. Une fois que j'ai dit ça, ma méthodologie se poursuit. On vous a mis à l'écran un tableau. Une fois que j'ai déterminé ma gravité, vous voyez, et que j'ai alors là, on vous a mis un exemple d'un tableau, il y a de multiples possibilités, en fait, pour sérigraphier les risques. Là, on a mis quelque chose d'un peu legal design qui rende les choses, très claires et schématiques. J'ai déterminé un risque critique. Bon, donc celui-là, clairement, il faut qu'on agisse dessus. J'ai des risques sévères quand même. Alors on les a mis en orange, c'est des risques à notre sens, les risques sévères, on ne peut pas forcément trop les laisser, on est d'accord. Mais je vais regarder la probabilité de survenance de ces risques. Il est clair que si j'ai un risque très important, mais qu'en réalité la probabilité de sa survenance est très faible, est-ce que c'est le premier risque sur lequel je vais vraiment agir? Pas nécessairement. Étant entendu que le risque critique, on agira dessus tout de suite, quelle qu'en soit la probabilité. Mais sur un risque quand même vraiment important qui peut impacter votre entreprise, on va quand même essayer d'en mesurer la probabilité. Ce qu'on va mesurer encore ensuite, c'est ce que vous avez déjà mis en place. Dans votre entreprise, peut-être que vous savez que vous êtes à risque sur tel et tel sujet. Par exemple, en matière de sécurité. Vous savez que vous créez des produits qui sont très spécifiques et que vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une atteinte à la sécurité avec une atteinte à votre savoir-faire ou à vos produits. Vous savez que là-dessus, vous devez vraiment faire très attention et il y a des mesures de sécurité importantes qui ont été mises en place au sein de votre structure, en termes organisationnels, techniques, informatiques. On sait qu'on a un risque franchement sévère s'il arrive quelque chose et sa probabilité de survenance augmente avec le temps parce qu'on a de plus en plus de cyberattaques. Pour autant, on regarde l'existant et on voit que vous avez quand même déjà fait beaucoup. Donc on va aller pondérer notre méthodologie sur la gravité et la probabilité de survenance avec qu'est-ce qui existe dans la société quand même. Et ça, il faut l'analyser. Il faut aller regarder la documentation contractuelle, l'informatique, etc. avant de se dire, au secours, je suis très à risque. Et après, il y a encore un autre facteur, hein, dont il faut vraiment tenir compte, c'est la faculté d'action. Vous avez un risque hyper sévère, sa probabilité de survenance est importante, donc là, il est en rouge, il est en critique. C'est vraiment une alerte pour la société, mais en même temps, c'est hyper facile d'y remédier. Et il vous suffit, je schématise à l'extrême, hein, mais en grande théorie, il suffirait de remplir un formulaire CERFA et d'aller le faire déposer par quelqu'un de compétent la semaine prochaine auprès de l'autorité en question. Le risque serait éliminé. Voilà, c'est un risque d'une extrême gravité, mais là encore une fois, on va le pondérer. On va pondérer ces critères-là, parce qu'on va se dire qu'on peut agir dessus très rapidement. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire percevoir un petit peu les clés du début de la mise en conformité. Comment est-ce que je démarre? Je vais sérigraphier mes risques, je vais avoir une approche quand même assez spécifique et technique, qui va faire appel au juridique, au fiscal, au financier. Mais je peux finalement, aussi la dédier à mon secteur, la dédier à un pan de mon activité si je le souhaite, parce que j'ai pas forcément le budget pour revoir une autre activité, du moment que c'est pas un élément critique. Et puis pour sérigraphier mes risques, voilà, j'aurai ce travail sur la gravité, la survenance, la faculté d'action et l'existant. Et une fois qu'on a dit tout ça et qu'on aura fait ce travail finalement de méthodologie des risques, on pourra démarrer la mise en conformité. Alors je vais en dire un petit mot dessus. La mise en conformité, qu'est-ce que ce sera? Ce sera soit l'amélioration de l'existant dans tous les domaines que j'ai cités avant, parce qu'on se rend compte qu'il y a des lacunes. Alors je reprends l'exemple du RGPD par exemple. Oui, j'ai mis en place un registre de détraitement, donc je me dis que je suis plutôt compliant, mais en réalité, je suis passée à côté de nouvelles mesures de sécurité que j'aurais peut-être dû mettre en place pour mes données personnelles. Et si un jour j'ai un contrôle CNIL, malheureusement, on risque effectivement de me sanctionner ou de me dire que j'ai peut-être bien fait ce qu'il fallait sur le registre des traitements,
Je l'ai bien mise à jour. Il y a tous les éléments dedans. Peut-être que j'ai une bonne information sur le recueil, le traitement de mes données, mais malheureusement, j'ai pêché par ailleurs. Donc, on va aller améliorer l'existant ou alors on va partir du départ parce qu'il n'y a pas l'existant. Donc, on va créer la documentation nécessaire pour être en conformité et on va faire en sorte de faire les déclarations nécessaires et l'ensemble des process qui vous permettront d'être en conformité. Ce qu'on a voulu aujourd'hui, c'est vous donner les facteurs clés de succès parce qu'au-delà du plan d'action dont on pourra parler si vous avez des questions dessus, qui est la mise en musique finalement de cette mise en conformité, il est clair que les facteurs de succès pour une démarche conformité réussie, ça tient vraiment en interne aux équipes. Donc tone at the top, il est clair que le management de l'entreprise doit être clairement, au fait de la chose. Il a la volonté effectivement d'être conforme, il donne l'exemple, il communique en interne et en externe sur le sujet et il montre les bonnes pratiques d'entreprise, telles qu'on a envie de les voir véhiculées par les salariés. L'adhésion de tous. On va effectivement communiquer et fédérer autour de ces valeurs et de la mise en conformité à l'égard de tous les salariés, quels qu'ils soient, mais aussi à l'égard des sous-traitants, des partenaires commerciaux, quitte à modifier la documentation contractuelle pour prévoir des obligations, obligations des co-contractants, obligations aussi vis-à-vis de vos salariés, s'il y a un certain nombre de règles à respecter. Le pragmatisme, c'est toujours pareil, on ne va pas rester dans la théorie, on ne va pas demander à modifier 500 trucs quand il est clair qu'on aura réussi à sérigraphier peut-être les 3 principaux risques sur lesquels il faudra agir et on met un plan d'action rapide et efficace sur le sujet avec les bons intervenants. Mais on reste pragmatique, on n'est pas là pour brasser du vent, on veut créer de la valeur et de l'efficacité et éviter bien sûr le bâton si on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ressources et moyens adaptés, indépendance, là je fais référence au DPO, donc le Data Protection Officer que certaines entreprises ont, d'autres ne l'ont pas. De plus en plus, on a un juriste qui a la casquette DPO quand même, dans la plupart des entreprises. On lui demande aujourd'hui, ou au moins au directeur juridique, s'il existe dans votre structure, d'avoir cette casquette-là. Donc ça lui rajoute forcément un travail assez important. En théorie, il doit avoir le temps de s'y consacrer pleinement, avoir les moyens adaptés, donc le budget, et une indépendance. Il est censé pouvoir en référer très librement à sa direction et de dire voilà les préconisations que j'ai en matière de conformité et voilà ce que je propose de faire. Et puis communication, communication et communication, j'en ai parlé avant. Si on ne communique pas en interne, on ne pourra pas fédérer les salariés autour des valeurs et puis on ne pourra pas ni obtenir leur adhésion, mais ni obtenir finalement la conformité de leur part. On ne va pas pouvoir s'engager sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, il faut communiquer en interne, quitte à créer la documentation nécessaire dans le contrat de travail, dans les avenants, les règlements intérieurs, les chartes éthiques qui existent de plus en plus dans les entreprises. Et puis, on communique à l'extérieur aussi. C'est à nouveau, c'est vraiment un vecteur de développement de business parce qu'aujourd'hui, mettre en avant la conformité, c'est bien, il faut la vivre aussi. Donc, c'est bien de communiquer à l'extérieur et puis c'est bien de le vivre vraiment vis-à-vis de ses partenaires commerciaux dans les contrats, par exemple. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Vous redire aussi qu'une mise en conformité, au-delà de la cartographie des risques, ça passe aussi par la prévention des risques un peu plus large. Donc, on va former son personnel. On ne va pas hésiter à former son personnel. Je parle de l'antitrust. Il est clair que si vous n'avez pas formé votre personnel au moins une fois par an sur les grands concepts d'antitrust et notamment vos équipes commerciales, le top sales, pour leur expliquer qu'on ne s'entend pas sur les ententes horizontales, qu'on ne s'entend pas sur les prix avec les partenaires commerciaux. Alors, je sais que la plupart des gens vont me dire non, mais ça, je sais, maître. Mais quand même, si on n'a pas une formation dédiée d'une demi-journée, une journée par an, on est à risque, clairement. Et d'ailleurs, le jour où on aura un contrôle, il faudra quand même être en mesure de pouvoir démontrer qu'on était un minimum au fait de la chose, qu'on a formé nos équipes, qu'on a écrit sur le sujet en interne, qu'on avait des choses qui étaient faites. Pareil, la veille juridique, c'est aussi toujours important, soit soi-même, soit par un prestataire, par un tiers, par un juriste, d'avoir une veille juridique assez assidue, de manière à pas passer à côté des nouvelles réglementations et pas se retrouver dépassé sur quelque chose. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut dire sur la prévention des risques et la cartographie de ces risques. N'hésitez pas à poser des questions. J'ai oublié de le dire en introduction de ce webinaire et je m'en excuse. On a un petit chat avec un logo questions sur la droite. Donc, si vous avez des questions que vous souhaitez poser tout au long du webinaire, c'est possible. On essayera d'y répondre soit par écrit, soit pendant notre webinaire. Et puis après, sinon, on sera toujours à votre disposition si vous avez des questions pour y répondre. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez poser des questions. Et maintenant, je vais passer la parole donc à ma collègue Tina Hurnell, qui est avocat counsel chez nous, en charge de droit du travail. Voilà, Tina, je te laisse la parole.
Merci Yann. Ah, voilà, je me rebranche. Voilà, très bien. Voilà, donc moi, je vais intervenir sur le droit d'alerte, effectivement et sur les dernières évolutions, en la matière. Effectivement, le cadre législatif a évolué et ce qu'il faut avoir à l'esprit, mais vous le savez, c'est que le dispositif était initialement totalement facultatif. Il est devenu obligatoire pour certaines entreprises avec la loi Sapin 2, qui a créé donc le nouveau statut de lanceur d'alerte. Donc là, nous sommes en 2016. Cette loi a été modifiée en 2022 par la loi dite Wasserman et elle est venue assouplir la procédure de signalement des alertes et en outre, la protection du lanceur d'alerte a été renforcée et étendue à son entourage. Donc je vais revenir rapidement sur ces éléments-là. Alors, tout d'abord, un petit, rappel quand même sur ce qu'est l'objectif du droit d'alerte. Eh bien, son objectif est de permettre à un salarié ou à un tiers ayant un lien professionnel avec l'entreprise de signaler des violations, des agissements frauduleux susceptibles, d'affecter son activité ou d'engager sa responsabilité et ce, en toute confidentialité, sans crainte de représailles. Alors, voilà, donc ça, c'était donc sur l'objectif effectivement du droit d'alerte. Alors, sur le fonctionnement du droit d'alerte, quelques observations effectivement sur l'évolution du cadre du droit d'alerte, puisque la nouvelle définition applicable depuis cette nouvelle loi de 2022 a élargi le champ d'application, des lanceurs d'alerte. Alors, on voit effectivement qui peut être lanceur d'alerte. Ce n'est plus seulement le salarié, mais ce sont également d'anciens salariés, des candidats à l'embauche, des actionnaires, les associés et également des collaborateurs extérieurs et occasionnels, des co-contractants et sous-traitants. Donc, vous l'aurez compris, la liste des lanceurs d'alerte a été considérablement élargie. De même, en ce qui concerne les agissements qui peuvent être dénoncés, les crimes, délits, etc. Mais ce qu'on retiendra avec les dernières évolutions législatives, c'est qu'il n'y a plus de conditions de gravité en tant que telles et également, le critère de contrepartie financière et de désintéressement, a disparu. Donc voilà, ce sont des évolutions notables qu'il faut retenir. Alors sur les modalités également, des alertes et donc les procédures de signalement, là aussi il y a une évolution notable puisque, vous le savez, avant cette nouvelle loi, la procédure de signalement était graduée, c'est-à-dire que le lanceur d'alerte était contraint d'abord de porter le signalement à la connaissance de son supérieur hiérarchique ou du référent interne, et ce n'est qu'en l'absence de diligence dans un délai raisonnable que le lanceur d'alerte avait la possibilité d'adresser un signalement externe, c'est-à-dire aux autorités judiciaires ou administratives ou différents ordres professionnels. Donc, d'abord, signalement interne, si rien n'était fait, signalement externe, et ce n'est qu'en dernier lieu, en l'absence de traitement, qu'on pouvait, en dernier ressort, rendre le signalement public. Aujourd'hui, avec cette loi de 2022, une modification importante est apparue puisque le lanceur d'alerte a la possibilité, puisque ce n'est toujours qu'une possibilité et ça reste facultatif, de saisir alternativement la voie interne ou la voie externe. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail des diverses procédures, mais sachez en tout état de cause qu'aujourd'hui, un salarié n'est plus obligé de passer par la voie interne et qu'il peut décider de passer directement par la voie externe. Ce qui peut vous inciter, vous, entreprise, employeur, à bâtir, le cas échéant, un dispositif attractif et de confiance, qui ferait en sorte que le salarié, procéderait dans un premier temps à un signalement interne. Le dernier point, c'est donc la protection, accordée aux lanceurs d'alerte, puisque là aussi, il y a une certaine évolution. Alors, je vais vous éviter une liste à l'après-vert sur tous les protections dont bénéficient, les lanceurs d'alerte. Simplement, ce que vous pouvez retenir, notamment, c'est que, le lanceur d'alerte bénéficie d'une immunité civile, d'une exonération des responsabilités civiles. Alors, en d'autres termes, ça veut dire qu'il ne sera pas responsable, sous certaines conditions, des dommages causés du fait d'un signalement ou d'une divulgation publique.
que vous pouvez retenir aussi au niveau des sanctions qui sont venues s'ajouter avec la loi de 2022, c'est l'abondement potentiel du CPF, du compte personnel de formation, par l'employeur. Effectivement, c'est une sanction complémentaire qui a été créée par cette loi de 2022 afin de faciliter la reconversion professionnelle du lanceur d'alerte, ce qui fait qu'en cas de contentieux, potentiellement, le juge peut vous contraindre, vous, employeur, à abonder le CPF du salarié concerné jusqu'à un plafond de 8 000 € en l'occurrence. Ce qu'il faut retenir également, c'est que ce n'est pas simplement le lanceur d'alerte qui est protégé, mais également son entourage, puisque la loi de 2022 a étendu, le bénéfice du statut de protecteur de lanceur d'alerte aux personnes suivantes: les facilitateurs, donc ça peut être notamment les associations et organisations syndicales qui aident les lanceurs d'alerte à signaler ou à divulguer les informations relatives à des faits illicites. Ça peut être des collègues et des proches qui risquent eux également de faire l'objet de représailles dans le cadre de leur activité professionnelle, ou encore les entités juridiques contrôlées par le lanceur d'alerte directement. Donc vous voyez, le statut du lanceur d'alerte et la protection a été considérablement élargi, notamment à son entourage. Et enfin, vous le savez, les contrôles sont multiples en la matière, puisqu'il y a non seulement le contrôle administratif par l'inspecteur du travail qui peut vérifier la conformité des procédures de recueil et de traitement des signalements, donc vérifier leur conformité aux règles légales, le contrôle judiciaire, le cas échéant, pour vérifier le respect des droits des personnes et des libertés individuelles, le contrôle de la CNIL qui peut, le cas échéant, prononcer diverses sanctions administratives qui peuvent être relativement conséquentes, et enfin le contrôle de l'Agence française anticorruption qui, elle, également, est en mesure de prononcer, le cas échéant, diverses amendes. Donc vous l'aurez compris, la mise en œuvre d'une procédure de recueil et de traitement des signalements, donc de ce fameux droit d'alerte, qui peut être non seulement obligatoire dans certains cas pour certaines entreprises, mais est en tout état de cause souhaitable, même lorsque ce n'est pas obligatoire, afin d'assurer une mise en conformité et d'inciter encore une fois les collaborateurs à s'adresser prioritairement à la société et à bâtir un dispositif qui serait attractif, efficace et de confiance, tant vis-à-vis des salariés que des tiers à la société. Voilà, j'en ai terminé et je cède la parole à mon confrère Guillaume Rubecki. Merci beaucoup, Tina. Je vois que nous avons un petit problème de caméra. Bon, je pense que vous ne me voyez pas, mais c'est pas bien grave, j'espère que vous m'entendez. Et je vais prendre la parole effectivement pour vous parler de compliance en matière fiscale. Quelques minutes, je serai assez bref. Je ne vais pas vous faire un cours de droit fiscal, je vous rassure, même si nous sommes en période de déclaration d'impôt sur le revenu, qui font d'ailleurs partie de la compliance. On va être bref, je voudrais attirer votre attention sur les risques principaux qui pèsent sur les entreprises en matière de compliance fiscale. Et nous allons voir sur une tendance globale au plan national et international qui va vers plus de transparence, ce qui est bien, mais qui a certaines limites, et plus de complexité, ce qui est naturellement beaucoup moins bien et qui représente un coût certain. Alors, la conformité en matière fiscale permet le contrôle par l'administration fiscale. Et c'est important, il n'y a rien à y redire sur le principe, parce que vous savez que depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la capacité contributive de chacun à l'État, qui passe par l'impôt, est consentie par les citoyens, par le biais de leurs représentants. Et donc, finalement, l'administration fiscale, l'État fait confiance aux citoyens et aux entreprises pour déclarer les sommes qu'elles doivent payer, mais naturellement sous réserve de contrôle a posteriori de ce qui a été déclaré. Donc la confiance, c'est bien, le contrôle, c'est mieux. Et avec l'intensification des échanges internationaux, on a observé également une tendance à certains phénomènes d'optimisation fiscale internationale qui ont conduit les législateurs de différents pays, et y compris le législateur français,
à prendre des mesures de lutte contre certaines situations abusives. Et ceci passe par un renforcement des obligations des entreprises en termes de transparence et des obligations des entreprises en termes déclaratifs, de documentation. On va prendre quelques exemples. Et ces obligations qui pèsent sur les entreprises et d'ailleurs sur les citoyens également sont de plus en plus lourdes et de plus en plus complexes. Une étude européenne très récente de février 2023 a montré que les coûts de la compliance fiscale représentaient 1 à 2% du chiffre d'affaires et 15 000 euros par an. Naturellement, pour les grands groupes, le coût en proportion est plus faible et donc les PME sont particulièrement pénalisées. Alors on parle bien de PME qui sont présentes à l'international, encore que le phénomène de complexification et de charges déclaratives existe aussi pour les entreprises franco-françaises. Quelques exemples de ce phénomène de complexité qui a vu le jour depuis une dizaine d'années et qui se renforce actuellement. Le premier exemple, c'est la directive qui vise à lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, ce qui est un but tout à fait légitime, vous en conviendrez, et qui est une directive européenne que l'on appelle sous le doux nom de ATAD 3. Le but de cette directive, encore une fois, est tout à fait légitime. Il vise à lutter contre les phénomènes d'évasion fiscale vers des paradis fiscaux ou des plateformes telles que le Luxembourg, l'Irlande, Malte, qui ne sont pas forcément des paradis fiscaux, mais qui sont des pays dans lesquels on peut avoir des sociétés sans substance et qui ensuite permettent un phénomène de remontée de bénéfices vers d'autres pays, et ces bénéfices sont très peu taxés. Donc, tous les pays, qui soient dans l'Union européenne ou hors de l'Union européenne, dans lesquels on observe la création de sociétés holding qui font un chiffre d'affaires extrêmement important, avec très très peu de salariés ou pas du tout, qui n'ont pas de bureau, qui n'ont pas de présence physique, qui n'existent que sur le papier. Et ça, clairement, c'est dans le collimateur des autorités fiscales internationales et françaises. Et c'est contre cela que cette directive ATAD 3 veut lutter. Et ça passe par le biais d'obligations déclaratives qui pèsent sur les entreprises, faute de quoi, eh bien, certains avantages fiscaux ne seront pas accordés. Alors, quel est le problème? Vous allez me dire. Le problème, c'est tout simplement que pour identifier les structures qui sont répréhensibles, pour ainsi le dire de manière simplifiée, il y a toute une série de critères à analyser et que c'est effectivement extrêmement complexe. Donc, si votre société fait remonter des dividendes ou des intérêts ou des redevances, par exemple, vers un pays tiers, que ce soit l'Allemagne, le Luxembourg, l'Irlande, ou que sais-je, peu importe, il faut que vous expliquiez que la société bénéficiaire de ces paiements a une réelle substance économique. À défaut, on prend le risque d'une contestation fiscale. Et donc, on observe un renversement de la charge de la preuve, et c'est ça qui est problématique, puisque c'est à vous de prouver que vous agissez de manière légitime, de manière éthique, pour reprendre l'expression que mentionnait Anne tout à l'heure. Et à défaut, l'administration fiscale sera à même de remettre en cause potentiellement le schéma, les flux internationaux que vous avez imaginés, qui peuvent être tout à fait légitimes au demeurant. Le deuxième exemple, c'est un exemple beaucoup plus classique, c'est celui des prix de transfert. Donc, les prix de transfert, je rappelle que c'est l'ensemble des transactions, des flux qui existent entre les différentes entités d'un groupe, qui sont des ventes de marchandises, des ventes de services, des flux financiers. Les prix de transfert en soi, ça n'est ni positif ni négatif, même si ça a une connotation un peu négative en ce moment, mais en réalité, c'est simplement le prix payé pour une transaction donnée au sein d'un groupe, et c'est tout à fait légitime. Si une société mère française vend un produit à sa société filiale en Italie, eh bien, les règles applicables en matière de prix de transfert vous disent simplement que
le prix payé pour cette marchandise doit correspondre au juste prix, au prix du marché, tel qu'il serait pratiqué sur un marché indépendant, entre tiers indépendants. Alors, pour documenter ces prix de transfert, pour expliquer que le prix est juste et qu'il n'y a pas de transfert de bénéfices et donc pas d'optimisation fiscale agressive, il faut documenter les fonctions, les risques et les méthodologies de calcul de ces prix de transfert. Rien que de très classique qui existe depuis des années, mais les tendances internationales sont clairement à la complexité et accessoirement, on observe des phénomènes divergents entre les différents pays, ce qui peut conduire à des situations extrêmement complexes dans la documentation des prix de transfert, même au sein de l'Union européenne. Et parce que ces situations sont de plus en plus complexes, eh bien, les entreprises sont également incitées à se rapprocher de leurs administrations fiscales pour leur demander a priori leur accord sur les prix de transfert. Et là aussi, on observe en fait un renversement de la charge de la preuve. Normalement, c'est à l'administration de prouver que les prix qui sont pratiqués ne sont pas corrects si elle veut redresser. Mais là, du fait de cette complexité, les entreprises qui ne veulent pas se mettre en position délicate, eh bien, sont incitées à demander l'imprimature, le blanc-seing de l'administration fiscale avant de faire quoi que ce soit, et donc d'avoir le petit doigt sur la couture du pantalon et de ne pas prendre de risques. Donc là, c'est également un phénomène un peu inquiétant, mais qui est une tendance réelle au plan international. Les deux derniers exemples, de manière rapide, c'est la directive dite Pilier 2 qui résulte, donc est une initiative européenne, mais pas que européenne, également mondiale, mise en place par l'OCDE, qui vise à instaurer un taux minimum d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur les bénéfices de 15% au niveau mondial. Là aussi, objectif très légitime. Et la directive nous dit que au sein d'un groupe, il faut prouver que toutes les entités du groupe ont supporté une charge fiscale de 15% au minimum. Et donc, en gros, le but, c'est d'interdire les délocalisations de profits vers des paradis fiscaux ou des pays où on serait taxé à moins de 15%. Cet objectif ne concerne que les grands groupes, donc ceux qui réalisent plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le problème là aussi, c'est la complexité, parce que pour identifier le taux d'imposition applicable à chaque société, en réalité, il faut faire des analyses extrêmement poussées avec 200 à 300 marqueurs pour arriver à montrer quel est le taux qui a été pratiqué. Et donc là aussi, c'est un emploi à temps plein qui va occuper les fonctions fiscales de ces grandes entreprises pendant très longtemps. Et le dernier exemple que je voudrais prendre, c'est la directive DAC6. Donc là aussi, on voit que c'est une inspiration européenne, qui est une simple déclaration des dispositifs transfrontaliers lorsque on est en présence d'un dispositif qui va au-delà des frontières, qui met en présence deux pays au moins, et qui sont potentiellement agressifs au plan fiscal, c'est-à-dire qui pourraient potentiellement entraîner une optimisation fiscale, je dirais, illégitime. Alors, ça peut concerner des investissements, que ce soit des investissements immobiliers ou des rachats d'entreprises. Ça peut concerner des restructurations d'entreprises, des transferts de marques, d'autres éléments d'actifs immatériels, des fusions, etc. Donc là, le risque, c'est quoi? Mais si on ne fait pas la déclaration ou si les intermédiaires qui participent à ces schémas ne font pas la déclaration, eh bien, on s'expose à des amendes assez lourdes. Le problème ici, encore une fois, c'est que pour savoir si on est en présence d'une transaction qui doit être déclarée ou non, il faut passer en revue différents critères qu'on appelle des marqueurs, qui sont relativement complexes, et l'interprétation de ces marqueurs par les différents pays, naturellement, n'est pas la même, alors même qu'ils résultent d'une directive européenne.
Donc, encore une fois, le message à retenir, je crois, en matière fiscale, c'est que la compliance est une réalité, ça l'a toujours été. Vous avez toujours fait vous-même vos propres déclarations d'impôt sur le revenu et personne n'en conteste ni l'intérêt ni la légitimité. Mais la charge que cela représente en termes administratifs est de plus en plus lourde. Les sanctions sont de plus en plus lourdes, voire même vont vers un renversement de la charge de la preuve, c'est-à-dire que le contribuable est présumé de mauvaise foi quelque part, sauf s'il a mis en place les éléments qui permettent de justifier de ces transactions et de ces cartographies de risque, pour reprendre un petit peu la méthodologie dont nous avons parlé tout à l'heure. Merci de votre attention et je repasse la parole à ma collègue Anne-Anthony. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, je passe maintenant à la compliance au RGPD et je vais vous démontrer que c'est toujours un sujet d'actualité. On se dit, bon, le RGPD, ça date, moi j'ai fait le nécessaire, mais en fait, c'est une matière qui est vraiment très mouvante et les sanctions sont de plus en plus importantes. Et moi, je crois vraiment profondément qu'une conformité aux données personnelles, et au RGPD se vit vraiment au jour le jour, qu'on doit vraiment tenir compte de toutes les avancées, qui se passent en la matière et qu'on ne peut pas se permettre effectivement de ne pas suivre un petit peu l'actualité. Et c'est un facteur, important parce que les sanctions augmentent. Je vous ai remis les sanctions que vous connaissez, ça peut aller jusqu'à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, 4 du chiffre d'affaires annuel mondial sur les pratiques les plus graves. L'absence, par exemple, de recueil du consentement des personnes, évidemment, et les sanctions de la CNIL augmentent énormément. Alors je vais passer au slide suivant pour vous montrer les sanctions, puis je reviendrai après sur les autres facteurs qui, à mon sens, militent vraiment pour une conformité aux données personnelles. Voilà, je vous ai mis les sanctions de la CNIL avant l'entrée en vigueur du RGPD. Donc je ne sais pas si vous voyez, les sanctions sont minimes, hein, on a un maximum de 100 000 € à l'époque pour Google, donc autant dire que c'est vraiment une goutte d'eau dans la mer. Les autres sociétés qui avaient été sanctionnées, avaient des sommes inférieures à 20 000, 30 000 ou 50 000 €. Et d'autres entités ont pu avoir un simple avertissement public, alors que les pratiques étaient quand même très graves, hein. Par exemple, on avait une fuite de données, des adhérents au parti socialiste avec tout un tas de données personnelles qui s'étaient retrouvées sur le web. Aujourd'hui, ce serait pas concevable, qu'il y ait pas des amendes extrêmement sévères de la CNIL pour ce type de choses. On avait les non-respects des politiques de cookies. On avait franchement des violations qui aujourd'hui entraîneraient de bien plus lourdes conséquences que ce qu'on pouvait connaître avant. Et là, je vous montre les sanctions de la CNIL après le RGPD, prises sur leur site. Ça vient du rapport de la CNIL, en début d'année. Et donc vous voyez qu'on a prononcé 500 millions d'euros d'amende depuis l'entrée en vigueur du RGPD. Donc c'est exponentiel. Alors bien sûr, les GAFAM ont récolté le maximum de ces montants-là. En faisant le calcul, on arrive quasiment à 465 millions d'euros pour les GAFAM. Mais enfin, ça veut quand même dire qu'il y a 35 millions d'euros d'amendes qui ont été prononcées en 6 ans contre vaguement quelques centaines de milliers d'euros avant. Donc attention, parce que la CNIL, depuis le RGPD, a très fortement renforcé ses équipes et contrôle beaucoup plus. Alors vous allez peut-être me dire: «Oh, elle va pas me contrôler moi, moi je suis petit, je ne les intéresse pas». C'est vrai que la CNIL mène principalement des enquêtes sectorielles, elle va aller regarder un certain nombre de choses, les données dites sensibles, on a connu ça dans le domaine médical, dans les assurances et cetera. Donc ils vont fonctionner par secteur ou par plainte, par exemple, du procureur, mais ils vont aussi aller regarder les délations et les dénonciations qui en fait arrivent quand même plus souvent qu'on ne le croit, soit de concurrents mal avisés, soit d'anciens salariés. On n'est jamais à l'abri en fait d'être dénoncé, d'arriver sur la pile de la CNIL et malheureusement que quelqu'un se saisisse de la chose. Donc attention aux sanctions renforcées de la CNIL. Alors pourquoi est-ce que je dois poursuivre, la conformité en matière de données personnelles? Je vous ai mis les 3 autres critères, en dessous. On en a parlé au début, du webinaire, la conformité, c'est devenu un critère décisif dans le choix des partenaires commerciaux. On sait qu'aujourd'hui, si vous mettez en avant cette conformité et que vous la vivez vraiment, vous allez pouvoir vous ouvrir de nouveaux marchés. Ça va aussi pour vos salariés. Tout le monde aujourd'hui, mais même vous, nous, en qualité de simples citoyens,
on a une importance à notre vie privée. On n'a pas envie que nos données les plus personnelles se retrouvent sur le web ou ne soient pas bien protégées par notre entreprise, notre employeur ou toutes les personnes à qui on fait confiance lorsqu'on passe des achats, par exemple. Et puis, c'est très important pour la prévention des risques en matière de cybercriminalité. Il y a une explosion de la cybercriminalité. J'avais encore un client que j'ai dû assister il y a 15 jours, 3 semaines pour une cyberattaque de très grande ampleur. Alors il avait mis en place, toutes les mesures de sécurité, telles qu'elles sont édictées, par la CNIL. On ne peut pas venir lui dire qu'il n'y avait pas une sécurité informatique, organisationnelle et technique. Pour autant, il a été hacké, et malheureusement, ça a entraîné la notification à la CNIL dans les 72 heures, mais on a aussi dû notifier dans d'autres États membres parce que le monde d'aujourd'hui fait que vos données, forcément, vous avez des filiales dans d'autres pays, vous avez des marchés ailleurs, vos données transitent et ça a tout de suite une ampleur, assez importante. Donc cette société, qui a, de belles mesures de sécurité, s'est quand même retrouvée hackée. Ça a évidemment atteint à son business, puisqu'il a fallu une dizaine de jours pour, récupérer les données malgré toutes les tentatives qui ont pu être faites et ça a forcément, généré des pertes importantes. Donc il faut vraiment rester très vigilant pour toutes ces raisons-là. Alors qu'est-ce que je peux vous dire moi, 5 ans après sur le RGPD? J'ai voulu vraiment focaliser, vous voyez? J'ai vraiment pris des choses très spécifiques. J'ai juste pris 2-3 exemples. Qu'est-ce qui fait qu'il faut toujours se tenir à la page en matière de conformité des données? C'est une matière qui est toujours en pleine mutation. Ça s'arrête jamais, tout simplement parce que notre monde va à 100 à l'heure, et que les données se multiplient. Je viens de vous parler de la sécurité des données, je vous remets un focus là-dessus. Il faut toujours être attentif, à ce que peut proposer la CNIL en termes de sécurité des données. Elle donne fréquemment des recommandations et là, elle a, l'année dernière, en juillet, produit une nouvelle délibération avec ses recommandations relatives aux mots de passe. On avait une recommandation de 2017 qu'elle a estimée finalement être devenue quelque part, obsolète, c'est un grand mot, mais elle avait vraiment besoin d'être revue, eu égard aux multiplications des cyberattaques et au fait qu'effectivement, on a toujours besoin en termes de sécurité juridique et informatique d'avancer. Donc, on a toute une recommandation de la CNIL que je ne peux que vous recommander d'aller voir, qui est assez longue et qui donne des préconisations. Ce n'est pas des obligations, c'est des préconisations sur comment se prémunir au mieux. Par exemple, en matière de mots de passe, qu'est-ce qui fonctionne encore? Qu'est-ce qui ne fonctionne plus? Quelles sont les recommandations pour que votre sécurité informatique en termes de mots de passe soit finalement la plus sécurisée possible? Encore une fois, c'est une recommandation, mais vraiment faire une veille juridique stricte sur la CNIL en matière de sécurité des données est important. On voit que la matière évolue parce qu'il y a de plus en plus d'attaques, que les hackers sont de plus en plus forts, que l'intelligence artificielle fait qu'on peut craquer de plus en plus de mots de passe et que si on ne suit pas les recommandations de la CNIL et qu'un jour on a une cyberattaque et qu'on n'avait pas les mesures minimales préconisées, on va se retrouver sanctionné. Donc ça, c'est des choses qui changent tout le temps. On ne peut pas juste se dire le RGPD, j'ai fait mon registre de traitement il y a 6 ans, tout va bien. Il faut faire très attention à ça et plus particulièrement pour nos clients qui ont des produits peut-être à risque, des savoir-faire sensibles, ou qui brassent de la donnée. Autre exemple que j'ai choisi, aujourd'hui, le transfert de données hors Union européenne. Là aussi, c'est une pratique très mouvante. Je vous invite toujours à vérifier où est-ce que vos données transitent. Il y a des données, vous le savez, elles partent vers vos filiales, vers vos partenaires commerciaux un peu partout dans le monde. Il faut toujours avoir une vigilance extrême lorsqu'on envoie ces données dans des pays étrangers hors Union européenne, dont on sait qu'il n'y a pas forcément de politique de protection des données ou que les autorités de ce pays vont pouvoir y accéder. L'exemple de Google Analytics, c'est le transfert de données vers les États-Unis. Alors certains d'entre vous ont certainement, suivi l'histoire. On avait un accord avec les États-Unis, le Privacy Shield, qui prévoyait un certain nombre d'obligations qui étaient mises au traitement des données en termes de confidentialité, de préservation de ces données. Ce Privacy Shield a été invalidé par la justice et nous nous sommes retrouvés sans cadre. Google Analytics a été interdit par la CNIL début 2022. Elle a mis un certain nombre d'entreprises en demeure de cesser et il y a des amendes qui ont été prononcées. Pourquoi? Parce que Google Analytics est un instrument extrêmement utilisé puisqu'il était gratuit et permettait vraiment, facilement de l'utiliser, mais la CNIL a considéré que alors je ne rentre pas dans les détails techniques, mais qu'effectivement les données personnelles transitaient, étaient envoyées par les États-Unis et qu'on n'avait plus de mesures de sécurité suffisantes pour préserver les données personnelles, européennes qui partaient vers les États-Unis.
Alors j'insiste là-dessus parce que du coup, Google Analytics n'est plus autorisé et il faut trouver d'autres solutions alternatives. Soit les solutions que la CNIL préconise sur son site, qui sont souvent payantes et européennes. On a bien sûr un petit peu aussi un sujet là de protectionnisme, hein, c'est clair. Soit utiliser les recommandations de la CNIL pour quand même utiliser Google Analytics, mais enfin c'est techniquement quasiment impossible puisqu'il faut tout anonymiser de manière irréversible. Donc on voit bien que tout est fait pour ne pas avoir ce transfert de données vers les États-Unis. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est aussi des sujets à surveiller. Il y a quand même des discussions aujourd'hui entre les États-Unis et la Commission européenne pour avoir un nouveau cadre qui permette de sécuriser tout le monde. Donc, c'est des choses à surveiller. Je ne peux plus utiliser Google Analytics. Comment est-ce que je peux faire pour être compliant et ne pas être à risque? Et il faut suivre l'actualité. On a encore eu des développements assez récemment au printemps sur le sujet, puisqu'on a le comité européen des directions des CNIL qui ont donné leur avis sur le nouveau cadre proposé par les États-Unis et discuté avec la Commission européenne. Il y avait toujours des choses qui étaient notées qui n'étaient peut-être pas assez protectrices. Donc on voit que si on transfère ces données à l'étranger, il y a tout un cadre à respecter que vous connaissez certainement avec les clauses types, etc. Ou avec les corporate binding rules, donc ces règles qu'on peut mettre en interne au niveau des groupes pour être compliant, mais il faut quand même toujours faire preuve de vigilance, y compris avec vos sous-traitants si les clauses ne se situent pas dans l'Union européenne. Et rester régulièrement informé sur ces sujets. Après, je vous parle de l'évolution législative en matière de protection des données parce que les choses, changent énormément. On a des projets de texte sur l'intelligence artificielle, qui est un vrai sujet en matière de protection des données, puisque bien sûr, pour concevoir ces outils, il faut utiliser des données personnelles et ces outils, lorsqu'ils se développent, brassent une quantité phénoménale de données personnelles. Donc c'est le nouveau sujet à venir, cette intelligence artificielle et comment on fait, pour protéger les données personnelles. Et à côté de ça, on a une foule on a des référentiels, par exemple, qui sont produits par la CNIL aussi, relativement régulièrement, où elle va vous dire: «Voilà, sur tel sujet, tel thème, moi je préconise» et on a une série de mesures. C'est pas obligatoire, encore une fois, c'est simplement des recommandations. Mais enfin, il est toujours quand même bien de se tenir au courant et quand on a un référentiel de la CNIL qui sort dans notre secteur, d'essayer un minimum de s'y conformer. Encore une fois, en matière de contrôle, si malheureusement un jour contrôle il y a, il faut qu'on soit en mesure de démontrer qu'on a essayé quand même de respecter les préconisations de la CNIL dans son domaine d'activité. Il y a eu un référentiel notamment qui a été produit il y a quelque temps déjà en matière commerciale, sur l'opt-in, l'opt-out, les politiques, entre partenaires, commerciaux d'échange de données. Donc moi, je ne peux qu'inviter les acteurs de la distribution à essayer de s'y conformer. Et puis pour en finir, votre entreprise, elle évolue et votre protection des données aussi. Rien n'est jamais figé. Peut-être que vous allez faire une opération de croissance externe et que vous allez vous rendre compte qu'il y a tout un tas de choses à mettre en conformité. Peut-être que vous avez des nouveaux partenaires commerciaux, à l'évidence. Peut-être que vous allez vendre, acheter depuis d'autres pays. Donc vous avez forcément des nouveautés en termes de protection des données. Peut-être que vous allez avoir de nouvelles finalités de traitement des données. Tout ceci fait que vous devez en permanence, faire une veille juridique et vous adapter, à la protection des données. Et pour finir rapidement, parce que je me rends compte que le temps passe, le respect des fondamentaux est toujours de mise. Vous vous souvenez que le RGPD, a quand même prévu, des programmes de conformité qui doivent être mis en place au sein des entreprises. Ça passe par, les registres de traitement des données qui doivent être à jour. Ça passe par des processus, d'exercice des droits, et des violations de données. Il faut être capable d'informer valablement vos salariés sur la protection de leurs données, d'avoir toute une politique en cas de violation pour informer la CNIL. Il faut que vos contrats aient des clauses de protection des données, vos CGV, il faut que vous ayez une charte de protection des données, la plupart du temps qui soit, facilement lisible et accessible. Il faut que vous puissiez sensibiliser et former votre personnel à ces sujets-là, parce que c'est aussi comme ça qu'on aura une sécurité des données et une sécurité informatique. Si les règles ne sont pas données aux salariés, on ne peut pas attendre une sécurité optimale. Vous pouvez bien sûr avoir un code éthique et une charte informatique sur le sujet qui pourront être communiqués en interne. Et puis, finalement, la mise en conformité et le maintien de la conformité dans l'entreprise, ça touche aussi, j'ai essayé de le démontrer, le RGPD et de trouver au sein de l'entreprise qui sont les acteurs, comment on fait, quelles procédures on met en place pour rester conforme, aussi sur la protection des données parce que clairement, c'est l'avenir, hein. Le brassage des données va devenir de plus en plus important. Voilà, j'espère avec le temps qui m'était, imparti sur le RGPD avoir pu vous
vous faire prendre conscience de l'importance de la conformité dans ce domaine qui est toujours en mutation. Hem, il est midi, nous vous remercions, vraiment de votre participation à ce premier webinaire. On était ravis de pouvoir vous présenter une partie de l'équipe, webinaire du cabinet, de pouvoir vous montrer l'intérêt de cette mise en conformité avec des aspects, pratiques. N'hésitez pas si vous avez des questions, à revenir vers nous, par mail. Vous avez nos coordonnées, à la fin du PowerPoint. Voilà, je les mets à l'écran. S'il y avait des questions, plus techniques, n'hésitez pas. Et puis on sera très heureux d'organiser un autre webinaire, certainement à l'automne ou à la fin de l'année, pour vous présenter d'autres sujets, de conformité qui nous sembleront, importants de partager avec vous. Voilà, donc on vous souhaite à tous une excellente journée et on reste à votre disposition.